Et si je vous disais qu'une simple habitude que vous répétez chaque jour sans y penser pourrait être en train de tuer votre cœur, silencieusement. Vous croyez que tout va bien, alors restez jusqu'au bout, car la vérité que vous allez découvrir pourrait vous sauver la vie. Je me souviens encore de cette matinée glaciale de janvier, à Paris. Il était à peine 8 heures, et la ville s'éveillait doucement sous un ciel gris. J'avais à peine eu le temps de poser mon manteau dans mon bureau que la porte s'est ouverte brusquement. C'était un vieil ami d'université, Jean-Pierre, 67 ans, que je n'avais pas vu depuis des années. Il avait toujours cette allure élégante, le sourire facile, la poignée de main ferme. « Philippe, je passais dans le quartier. Je me suis dit que je viendrais te saluer. » Je l'ai invité à s'asseoir. Nous avons parlé de nos souvenirs, de nos familles, de la retraite. Rien d'inhabituel. Jusqu'au moment où, en pleine conversation, son visage est devenu pâle, ses mains ont tremblé et il s'est effondré sur le fauteuil, sans un mot. Ce qui m'a frappé, c'est que Jean-Pierre ne se sentait pas malade. Pas de douleur, pas de vertige avant cet instant. Et pourtant, quand les secours sont arrivés, son cœur luttait déjà pour battre. Ce jour-là, il a survécu. De justesse. Mais ce qui me glace encore le sang, c'est que la cause n'était ni un repas copieux, ni un effort physique soudain. C'était quelque chose qu'il faisait chaque jour depuis des années, un geste banal, tellement banal qu'il n'y avait jamais prêté attention. Et ce geste, accumulé dans le temps, avait lentement miné son cœur, jusqu'à l'amener au bord du précipice. Vous voyez, après 60 ans, chaque choix que vous faites, ce que vous mettez dans votre assiette, la façon dont vous bougez, comment vous dormez, comment vous gérez vos émotions, chaque détail compte. Ce n'est plus comme à 30 ou 40 ans où le corps peut encaisser sans broncher. À cet âge, les marges sont fines. Le cœur est comme un vieux compagnon de route qui a traversé toutes les tempêtes avec vous, mais qui désormais réclame votre attention, votre respect, votre protection. Le plus effrayant, c'est que la plupart des gens ignorent qu'ils sont en train de saboter leur cœur. Ils se lèvent, suivent la même routine, pensent que tout va bien, jusqu'au jour où, sans avertissement, tout bascule. Dans mon cabinet de cardiologue, j'ai vu des visages radieux se transformer en masques d'inquiétude en l'espace de quelques minutes, juste après un électrocardiogramme ou une prise de tension. Des hommes et des femmes qui se sentaient en pleine forme, découvrir qu'ils vivaient depuis des années avec une bombe à retardement dans la poitrine. Et vous savez ce qui me terrifie le plus? Ce n'est pas la maladie en elle-même, mais l'innocence avec laquelle nous continuons à entretenir ces petites habitudes quotidiennes. Des habitudes qui, prises isolément, semblent anodines. Un peu trop de sel sur les pâtes, un verre de vin de plus au dîner, une promenade remise à demain, un soir devant la télévision jusqu'à minuit. Mais mises bout à bout, jour après jour, elles créent un terrain fertile pour l'hypertension, les artères bouchées, les rythmes cardiaques instables et, au final, l'arrêt brutal de cette pompe silencieuse qui nous maintient en vie. Quand j'ai commencé à préparer cette vidéo, je me suis demandé comment secouer suffisamment mes auditeurs pour qu'ils prennent conscience avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des conseils de santé. C'est un message d'alerte. C'est peut-être la ligne de démarcation entre une vieillesse active, pleine d'énergie, et des années d'hôpitaux, de médicaments, de dépendance. Ce que je vais vous révéler, ce sont les 10 habitudes les plus dangereuses pour votre cœur après 60 ans. Certaines sont évidentes. D'autres vont vous surprendre. Vous en reconnaîtrez peut-être une ou plusieurs dans votre propre vie. Et surtout, je vais vous montrer comment les remplacer pas à pas pour que votre cœur ait non seulement une chance de survivre, mais de s'épanouir encore pendant de longues années. Mais attention, ce que je vais dire risque de bousculer vos certitudes. Vous pourriez vous sentir coupable en reconnaissant certaines de vos habitudes. Ce n'est pas mon but. Mon objectif est de vous donner le pouvoir. Le pouvoir de changer, de décider que votre cœur mérite mieux. Parce que la vérité, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à guérir. Mais chaque jour compte. Avant que nous commencions, je veux vous demander une chose. Si ce que vous entendez aujourd'hui vous parle, si vous vous dites que ce contenu peut sauver ne serait-ce qu'une vie,
Alors abonnez-vous à cette chaîne. Votre soutien est ce qui me motive à préparer ces vidéos, à vous apporter les conseils les plus utiles, basés sur des années d'expérience et de rencontres avec des patients. Plus nous serons nombreux à comprendre ces messages, plus nous pourrons protéger ceux que nous aimons. Maintenant, fermez les yeux un instant et posez-vous cette question. Et si en ce moment même, votre cœur vous envoyait un signal d'alarme que vous n'entendez pas? Seriez-vous prêt à l'écouter? Question pour vous. Selon vous, quel est le plus grand danger pour le cœur après 60 ans? A. Les efforts physiques intenses. B. Les petites habitudes quotidiennes, répétées pendant des années. Notez A ou B en commentaire et expliquez pourquoi vous pensez que c'est la bonne réponse. Je lirai vos réponses et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je me souviens d'un après-midi d'automne, il y a quelques années, où j'étais invité à déjeuner chez un vieux couple, amis de longue date. Claude et Marie vivaient dans une charmante maison près de Lyon, avec un jardin où l'odeur des feuilles mortes se mêlait à celle du pot-au-feu mijotant sur la cuisinière. Tout semblait parfait, et pourtant, en m'asseyant à table, j'ai vu, sans qu'ils s'en doutent, les pièges invisibles qui menaçaient leur cœur depuis des années. Le repas avait l'air typiquement français, chaleureux et généreux. Charcuterie en entrée, fromage affiné, pain frais, et pour couronner le tout, un plat riche en sauce. Dans chaque bouchée, je voyais le sel, les graisses saturées et les sucres cachés qui, petit à petit, affaiblissent les artères et alourdissent le travail du cœur. Ce n'était pas un excès exceptionnel pour eux, c'était leur quotidien. En tant que cardiologue, je sais que la cuisine fait partie intégrante de notre culture. Un croissant au beurre pris au café du coin, un jambon beurre acheté à la boulangerie en sortant du marché, un plateau de fromage partagé avec un bon verre de vin, ce sont des plaisirs qui font la richesse de la vie française. Mais après 60 ans, notre corps ne traite plus ces excès avec la même tolérance qu'avant. Le matin, par exemple, notre sang est naturellement plus visqueux. Si à cela vous ajoutez des matières grasses, du sucre et du sel dès le réveil, vous mettez votre cœur sous pression au moment même où il devrait démarrer doucement. C'est une vérité que peu de gens veulent entendre. Le petit déjeuner traditionnel français, tel qu'on le connaît, peut devenir un fardeau pour un cœur déjà fatigué par les années. Je me rappelle d'une patiente, Hélène, 72 ans, qui venait me voir pour de simples vertiges. Elle jurait manger raisonnablement, une tartine de pain blanc avec du beurre salé le matin, un petit fromage à midi, une soupe en sachet le soir. En apparence, rien d'alarmant. Mais en calculant ensemble la quantité de sel et de graisse ingérée chaque jour, nous avons découvert qu'elle dépassait largement les recommandations, presque sans s'en rendre compte. Le sel, surtout, est traître. Il se cache dans les aliments préparés, les fromages affinés, les plats en conserve, et même dans certains pains. En excès, il provoque une rétention d'eau qui augmente le volume sanguin, forçant le cœur à pomper plus fort tout en endommageant les vaisseaux. Hélène a eu du mal à y croire, mais 2 semaines après avoir réduit drastiquement le sel, sa tension artérielle avait déjà baissé et ses vertiges avaient disparu. Et puis, il y a l'autre piège silencieux, la malbouffe moderne. Même en France, pays de la gastronomie, les fast-foods ont trouvé leur place dans la vie des seniors. Par facilité, par envie de gagner du temps ou simplement par habitude, certains se tournent vers des frites, des burgers ou des quiches industrielles. Ces plats, riches en graisses trans, en huile de mauvaise qualité et en sel, tapissent peu à peu l'intérieur des artères d'une couche de graisse et de dépôts qui les rendent rigides et étroites. Ce processus, appelé athérosclérose, ne fait pas mal. On ne le sent pas, et c'est précisément pour cela qu'il est si dangereux. Un de mes patients, Gérard, 65 ans, en est la parfaite illustration. Ancien chauffeur routier, il aimait manger sur le pouce, sandwich, chips, soda, et le soir, un plat préparé acheté au supermarché. Quand il est venu me voir, il soufflait déjà après quelques marches. Son électrocardiogramme montrait un cœur fatigué, et ses analyses révélaient un cholestérol élevé. Il était persuadé que comme il ne mangeait pas de sucreries, il ne risquait rien. Mais la vérité, c'est que chaque portion de frites, chaque plat trop gras ou trop salé, avait lentement construit une prison autour de son cœur. Ce que j'essaie toujours de transmettre à mes patients,
c'est que la solution ne réside pas dans une privation totale, mais dans un rééquilibrage intelligent. La gastronomie française est riche d'options qui peuvent être adaptées à un cœur plus fragile. Un pain complet au lieu du pain blanc, une cuisson à la vapeur ou au four à la place de la friture, un assaisonnement à base d'herbes et de citron plutôt que du sel à outrance. Et surtout, apprendre à savourer la qualité plutôt que la quantité. Un petit morceau de fromage de temps en temps, mais pas à chaque repas. Un verre de vin de bonne qualité, mais pas tous les jours. Ce qui est fascinant, c'est que beaucoup redoutent de perdre le goût de la nourriture en réduisant le sel ou les graisses. Pourtant, au bout de 2 à 3 semaines, les papilles se rééduquent, les saveurs naturelles des légumes, des fruits, des céréales complètes deviennent plus intenses. J'ai vu des patients qui, au départ, ne pouvaient pas imaginer un repas sans charcuterie me dire quelques mois plus tard qu'ils n'en avaient même plus envie. Ce changement n'est pas seulement physique, il est aussi psychologique. On passe d'une alimentation subie à une alimentation choisie qui nourrit vraiment le corps au lieu de le fatiguer. J'aime rappeler qu'en France, nous avons un atout incomparable, notre culture du marché. Acheter des produits frais, locaux de saison, c'est déjà faire un pas immense vers la protection du cœur. Quand vous choisissez vos légumes directement chez le producteur, quand vous cuisinez vous-même avec des ingrédients simples, vous contrôlez ce que vous mettez dans votre assiette. Et c'est ce contrôle qui fait la différence à long terme. Bien sûr, changer ses habitudes après 60 ans n'est pas toujours facile. On a des rituels ancrés depuis des décennies, des plats qui rappellent l'enfance, des gestes répétés sans y penser. Mais j'ai vu trop de vies basculer à cause de cette complaisance. Chaque bouchée, chaque gorgée compte. Et ce n'est pas seulement une question d'années de vie, c'est une question de qualité de vie. Pouvoir monter les escaliers sans s'arrêter, jouer avec ses petits-enfants, se lever le matin avec de l'énergie, tout cela se décide en partie à table. Quand je repense à Claude et Marie, je me dis que le vrai luxe à notre âge, ce n'est pas une assiette pleine de mets riches, c'est un cœur qui bat fort et régulier. Ils ont accepté de revoir leurs habitudes, et aujourd'hui, ils me disent qu'ils se sentent plus légers, plus vifs, et qu'ils savourent encore plus les moments passés à table. Ce n'est pas une privation, c'est une libération. Si je devais résumer cette vérité en une phrase, ce serait celle-ci. Votre alimentation est soit le carburant qui nourrit votre cœur, soit le poison qui l'empoisonne lentement. Et vous, chaque jour, vous choisissez de quel côté vous vous trouvez. Je me rappelle d'un matin d'hiver, en traversant le parc Monceau avant d'aller à l'hôpital, j'ai croisé M. André, un ancien voisin. Il marchait lentement, un peu voûté, mais avec un sourire poli. Nous avons échangé quelques mots, et il m'a confié qu'il n'avait pas fait de vraie promenade depuis plusieurs semaines. Le froid, disait-il, le décourageait. Pourtant, je savais que cette inactivité n'était pas seulement une question de météo. C'était devenu une habitude, presque un mode de vie. Rester à la maison, lire le journal, regarder la télévision, attendre que la journée passe. En apparence, ce n'était rien de grave. Mais pour un cœur qui a dépassé 60 ans, cette absence de mouvement est une lente condamnation. Je l'ai invité à marcher avec moi jusqu'à la station de métro, un trajet modeste. Il était essoufflé avant même d'arriver, et cela m'a rappelé combien notre corps perd vite ses capacités quand on le prive de l'effort pour lequel il est fait. Le cœur est un muscle, et comme tout muscle, il s'affaiblit lorsqu'on ne le sollicite pas. Chaque jour passé assis trop longtemps, c'est un jour où la circulation ralentit, où le sang devient plus épais, où les dépôts graisseux trouvent le temps de se fixer sur les parois des artères. Je pense aussi à l'alcool, ce compagnon discret de tant de repas français. Dans notre culture, un verre de vin rouge au déjeuner ou un apéritif en terrasse semble presque naturel. Mais après 60 ans, l'organisme ne le traite plus comme à 20 ans. Le foie travaille plus lentement, la pression artérielle monte plus vite, le rythme cardiaque devient plus vulnérable aux irrégularités. J'ai vu des patients développer des troubles sévères du rythme cardiaque après des années à ne boire qu'1 ou 2 verres par jour sans jamais se sentir ivre. Ils croyaient à ce mythe populaire. Un verre de vin rouge, c'est bon pour le cœur.
Peut-être qu'à petite dose, dans un contexte particulier, cela peut avoir un effet protecteur. Mais chez les personnes âgées, la frontière entre une petite dose et une dose nocive est ténue, presque invisible. Je n'oublierai jamais le cas de Jacques, un professeur à la retraite qui se vantait de n'avoir jamais fumé et de marcher régulièrement. Son orgueil, c'était sa discipline de vie. Pourtant, il buvait 2 verres de vin au déjeuner, un autre au dîner et parfois un digestif. Il ne voyait pas cela comme de l'excès, mais comme un art de vivre. Un jour, il est arrivé aux urgences avec une fibrillation auriculaire sévère. Quand je lui ai expliqué que l'alcool était probablement le principal déclencheur, il est resté silencieux, comme si je venais d'attaquer une partie sacrée de son identité. Ce fut pour lui une douloureuse prise de conscience. Et puis, il y a le tabac. On pourrait croire qu'après 60 ans, ceux qui fument encore ne changeront jamais. Mais j'ai vu des transformations spectaculaires. Le problème, c'est que la fumée n'épargne pas même ceux qui ne tiennent jamais une cigarette. En France, combien de seniors continuent à fréquenter des lieux fermés où l'on fume encore ou passent des heures avec des amis qui allument une cigarette après l'autre? La fumée secondaire est aussi vicieuse que la première. Elle endommage les parois des artères, favorise l'inflammation, accélère le durcissement des vaisseaux. Chaque bouffée, qu'elle soit volontaire ou subie, est comme une agression contre la délicate mécanique du cœur et des poumons. Je me souviens d'une femme, Madeleine, veuve depuis 10 ans, qui venait souvent consulter pour des essoufflements. Elle ne fumait pas, mais son fils adulte, revenu vivre avec elle, fumait à l'intérieur. L'air de sa maison avait cette odeur persistante, et je savais que ses poumons et son cœur en payaient le prix. Quand je lui ai expliqué le lien, elle était bouleversée. Elle n'avait jamais imaginé que l'amour maternel et l'hospitalité pouvaient indirectement l'empoisonner. Toutes ces situations m'ont appris que le mode de vie n'est pas seulement une question d'habitude visible, mais aussi de culture, d'émotions et de liens sociaux. Marcher tous les jours, même 30 minutes, ce n'est pas seulement un exercice physique. C'est aussi un moment pour respirer, observer, s'oxygéner l'esprit autant que le corps. Limiter l'alcool, ce n'est pas renoncer à la convivialité, mais apprendre à savourer autrement, à trouver du plaisir dans un jus de raisin frais ou un thé parfumé. Arrêter de fumer ou éviter les lieux enfumés, ce n'est pas se couper du monde, c'est choisir un environnement qui permet à chaque respiration de nourrir, plutôt que d'attaquer le cœur. Ce qui me frappe, c'est que beaucoup de gens croient que ces changements sont des sacrifices. Mais la vérité, c'est que ce sont des libérations. Libération de la dépendance à l'alcool quotidien qui finit par dicter l'humeur et le sommeil. Libération de la fatigue permanente causée par un cœur essoufflé, faute de mouvement. Libération de l'emprise du tabac qui grise l'air et empoisonne chaque cellule. Ceux qui franchissent le pas découvrent souvent une énergie qu'ils croyaient perdue à jamais, un souffle plus long, une clarté d'esprit retrouvée. Je repense à André, le voisin du parc Monceau. Nous avons commencé à marcher ensemble chaque semaine. Au début, c'était difficile, presque douloureux pour lui, mais au fil des mois, ses pas sont devenus plus fermes, son souffle plus régulier. Il me confiait que ses promenades avaient changé plus que son corps. Elles avaient changé son regard sur la vie. Il se sentait plus vivant, plus connecté au monde autour de lui. Jacques, lui, a réduit sa consommation d'alcool à un verre le week-end, et ses arythmies se sont espacées. Madeleine a convaincu son fils de fumer dehors, et ses essoufflements se sont atténués. Ces histoires sont la preuve que rien n'est figé. Même après 60 ans, on peut redessiner son quotidien pour qu'il nourrisse la vie plutôt que de la grignoter. Il ne s'agit pas d'atteindre une perfection irréaliste, mais de faire pencher la balance chaque jour du bon côté. Chaque pas, chaque verre d'eau choisi à la place d'un verre d'alcool, chaque respiration dans un air pur est un vote pour un cœur plus fort et plus serein. Et c'est peut-être là la plus grande vérité que j'ai apprise en tant que médecin. Les maladies du cœur ne sont pas seulement une affaire de biologie, mais aussi d'histoire personnelle. Ce sont nos habitudes, nos choix, nos plaisirs, et parfois nos aveuglements qui écrivent le destin de notre cœur. Et nous avons toujours la possibilité de reprendre la plume. Je me souviens encore de cette nuit où j'ai reçu l'appel d'urgence pour M. Bernard,
un homme de 68 ans que je suivais depuis quelques années. Sa femme m'expliqua, la voix tremblante, qu'il s'était réveillé en sursaut, haletant, comme s'il avait couru un marathon. Quand je suis arrivé à l'hôpital, il avait déjà repris un peu son souffle, mais ses yeux exprimaient une peur que je connaissais bien. C'est là qu'il m'a avoué, presque honteux, qu'il se réveillait souvent ainsi depuis des mois, mais qu'il ne voulait pas en faire une histoire pour ne pas inquiéter sa famille. Ce qu'il décrivait, c'était un tableau clair d'apnée du sommeil. Je lui ai demandé depuis combien de temps il dormait mal. Il m'a parlé de ses soirées à regarder la télévision jusque tard, souvent avec son téléphone à la main, naviguant sur les réseaux sociaux ou lisant des articles jusqu'à minuit passé. Puis il s'endormait dans un sommeil léger, coupé de micro-réveils, avec parfois ces pauses respiratoires dont sa femme lui avait parlé, mais qu'il n'avait jamais prises au sérieux. En écoutant son récit, je voyais s'entrelacer plusieurs fils invisibles qui, ensemble, tissaient une menace pour son cœur. Le stress silencieux, la mauvaise qualité du sommeil, l'absence d'oxygène suffisante pendant la nuit et la tension émotionnelle qu'il accumulait sans la partager. Avec l'âge, le sommeil devient plus fragile, plus précieux. Il n'est plus seulement un moment de repos, mais une véritable réparation pour l'organisme, et en particulier pour le cœur. Chaque nuit, le cœur profite de cette période pour ralentir, se régénérer, équilibrer les pressions dans les artères. Mais quand le sommeil est fragmenté, quand il est interrompu par des ronflements violents ou des arrêts respiratoires, cette réparation n'a pas lieu. Le cœur continue à travailler comme en plein jour, privé de cette pause indispensable, et petit à petit, il s'épuise. Ce qui me frappe, c'est que beaucoup de gens ignorent complètement ce lien entre la qualité du sommeil et la santé cardiaque. Ils se concentrent sur leur alimentation ou leur activité physique, mais considèrent la fatigue chronique comme une fatalité liée à l'âge. J'ai connu Madame Louise, 74 ans, qui s'endormait chaque soir devant la télévision avec les infos en bruit de fond. Elle se réveillait à 2 heures du matin, l'esprit encombré des drames du monde, incapable de se rendormir profondément. Ses journées commençaient dans une brume mentale, et sa tension artérielle restait obstinément élevée malgré le traitement. Ce n'est qu'en changeant radicalement sa routine du soir, en éteignant les écrans 1 heure avant le coucher, en lisant à la lumière douce, en pratiquant quelques exercices de respiration, qu'elle a vu son sommeil s'améliorer et sa tension baisser. Le stress émotionnel joue ici un rôle tout aussi pernicieux. Les années qui passent n'effacent pas les soucis, elles les transforment. À 60 ans et plus, beaucoup portent en silence des fardeaux invisibles. Inquiétude financière, solitude, tension familiale. Par pudeur ou par habitude, ils gardent tout pour eux. Mais le corps, lui, enregistre chaque inquiétude. Les hormones du stress, cortisol, adrénaline, circulent en permanence, contractant les artères, accélérant le rythme cardiaque, usant le système cardiovasculaire. C'est un poison invisible, goutte à goutte. Je pense souvent à Pierre, 65 ans, ancien artisan qui vivait seul depuis le décès de sa femme. Il venait me voir régulièrement pour des bilans, mais jamais il ne parlait de sa vie personnelle. Jusqu'au jour où, lors d'une consultation, il s'est effondré en larmes. Il portait depuis des années le poids d'une dispute non résolue avec son fils, et cette tension silencieuse l'avait rongé de l'intérieur. Ce n'était pas seulement son moral qui en souffrait. Ses analyses montraient une tension instable et des signes d'effort cardiaque nocturne. Nous avons travaillé ensemble, pas seulement sur son traitement médical, mais sur des moyens d'apaiser son esprit, participer à un groupe de parole, renouer des liens, pratiquer la méditation guidée. Le sommeil, les émotions, le cœur, ce sont 3 entités liées par des fils invisibles. Améliorer l'un, c'est souvent renforcer les 2 autres. Quand un patient commence à dormir profondément, à exprimer ce qu'il ressent, à réduire son exposition aux écrans et aux stimuli stressants le soir, je vois souvent une amélioration presque immédiate dans ses paramètres cardiaques. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Moins de stress et plus de repos permettent au cœur de battre plus lentement, plus régulièrement et de se réparer. Mais pour atteindre cet équilibre, il faut accepter de changer des habitudes profondément ancrées.
Éteindre la télévision avant la fin d'un film, poser le téléphone sur la table de chevet sans le toucher, dire à quelqu'un que l'on est triste ou inquiet, ce sont de petits gestes, mais pour beaucoup, ils demandent plus de courage qu'un régime strict ou qu'un programme sportif. Pourtant, c'est dans ces choix intimes que se joue une partie de la santé cardiaque après 60 ans. Je repense souvent à Bernard. Après son hospitalisation, il a accepté de faire un test du sommeil qui a confirmé une apnée sévère. Il a commencé à utiliser un appareil CPAP la nuit, à réduire le temps passé devant les écrans en soirée et à parler plus ouvertement de ses inquiétudes avec sa femme. 3 mois plus tard, il m'a dit que non seulement il se sentait plus reposé, mais qu'il avait retrouvé une énergie qu'il croyait perdue. Il avait recommencé à jardiner, à marcher le matin, et même à reprendre quelques projets qu'il avait laissés de côté. Ce que je retiens de toutes ces histoires, c'est qu'après 60 ans, protéger son cœur ne se limite pas à ce que l'on mange ou à combien on marche. Cela signifie aussi protéger son sommeil comme on protégerait un trésor. Apaiser son esprit comme on le ferait pour un enfant inquiet et créer chaque soir les conditions d'un repos véritable. Car un cœur qui dort bien est un cœur qui vit plus longtemps. Et dans ce silence nocturne où il bat tranquillement, loin des tensions du jour, il prépare vos lendemains. Je me souviens d'un patient, Michel, 70 ans, que je suivais depuis quelques années. Un homme discret, précis, qui arrivait toujours à l'heure à ses rendez-vous et notait soigneusement mes recommandations. Un jour pourtant, il ne s'est pas présenté à sa consultation habituelle. Inquiet, je l'ai appelé et c'est sa fille qui m'a répondu. Sa voix était brisée. Son père avait été hospitalisé en urgence après un malaise brutal. Quand je suis allé le voir à l'hôpital, il m'a confié, les yeux baissés, qu'il avait arrêté son traitement contre l'hypertension depuis plusieurs semaines. Je me sentais bien, docteur. Je me suis dit que ça ne servait à rien de continuer. Ces mots, je les ai entendus trop souvent dans ma carrière, et chaque fois, ils résonnent comme un avertissement tragique. L'hypertension artérielle est une ennemie silencieuse. Elle ne prévient pas, ne fait pas mal, ne provoque pas de symptômes flagrants jusqu'au jour où elle frappe, et souvent avec violence. Infarctus, AVC, insuffisance cardiaque. Ce qui rend cette maladie particulièrement dangereuse, c'est justement son invisibilité. Beaucoup de personnes comme Michel pensent qu'en l'absence de symptômes, elles sont guéries. Elles oublient que les médicaments ne suppriment pas seulement les chiffres élevés. Ils contrôlent aussi une pression constante sur les artères, une pression qui, si elle n'est pas régulée, les fragilise jour après jour. Je me souviens aussi de Claire, 65 ans, qui avait connu un épisode d'hypertension sévère quelques années plus tôt. Après une période de traitement, ses valeurs étaient revenues à la normale. Elle s'en est réjouie, mais au lieu de voir cela comme le résultat de la régularité, elle y a vu une permission d'arrêter. 3 mois plus tard, elle a été retrouvée inconsciente chez elle, victime d'un AVC. Elle a survécu, mais avec des séquelles irréversibles qui ont changé sa vie. Elle ne pouvait plus marcher seule, avait perdu une partie de sa parole, et chaque fois que je la voyais, je sentais dans son regard un mélange de regret et de résignation. Le problème, c'est que prendre un médicament tous les jours semble contraignant, surtout quand on se sent en bonne santé. Il y a cette illusion dangereuse. Si je vais bien, c'est que je n'ai plus besoin du traitement. Mais c'est exactement l'inverse. Si vous allez bien, c'est justement parce que le traitement fait son travail. Arrêter, c'est comme enlever les fondations d'une maison sous prétexte qu'elle tient debout. On ne voit pas le danger immédiatement, mais les fissures sont déjà là, et le jour où elles cèdent, il est trop tard. Dans ma pratique, j'encourage toujours mes patients à voir leur traitement non pas comme une punition, mais comme une alliance avec leur cœur. Un pacte silencieux qui dit « Je te donne ce dont tu as besoin pour continuer à battre sans souffrir ». Pour certains, ce pacte passe aussi par une vigilance quotidienne. Mesurer sa tension à la maison, noter les résultats, comprendre les fluctuations, en parler à son médecin. Ces gestes, simples mais constants, transforment la peur en maîtrise, l'incertitude en confiance. Je me souviens d'Henri, 68 ans, qui au départ détestait l'idée de dépendre d'une pilule. Nous avons travaillé ensemble pour qu'il devienne acteur de son traitement.
Il a commencé à mesurer sa tension tous les matins, à noter ce qu'il mangeait, ses activités, son sommeil. Peu à peu, il a vu le lien entre ses choix quotidiens et ses chiffres. Un jour, il m'a dit, « Avant, je prenais ce médicament parce que vous me le disiez. Maintenant, je le prends parce que je sais qu'il me protège. » Ce changement de perception est essentiel. Au-delà des chiffres, il y a une dimension plus intime, la peur de vieillir, la peur de perdre son autonomie. Certains refusent le traitement parce qu'ils y voient un symbole de faiblesse. Mais en vérité, accepter ce soutien, c'est choisir la force, c'est choisir de rester maître de ses journées, de pouvoir encore voyager, rire, danser, voir grandir ses petits-enfants. J'essaie toujours de faire comprendre que la discipline aujourd'hui, c'est la liberté demain. Quand je regarde en arrière, je vois tant d'histoires où la constance a sauvé des vies. Pas de gestes héroïques, pas de transformation spectaculaire, juste la fidélité à un engagement simple. Prendre soin de soi, chaque jour, sans relâche. Dans un monde où nous cherchons souvent des solutions rapides, cette vérité peut sembler banale, mais elle est puissante. Le cœur ne demande pas des miracles, il demande de l'attention. Je dis souvent à mes patients, imaginez votre cœur comme un vieil ami qui vous a accompagné toute votre vie. Il a battu pour vous dans vos moments de joie, vos peines, vos efforts, vos repos. Il n'a jamais pris un seul jour de congé. Après 60 ans, il est fatigué. Il a besoin que vous soyez, à votre tour, fidèle à lui. Chaque médicament pris, chaque contrôle effectué, chaque choix sain que vous faites est une façon de lui dire « Je suis là pour toi ». Michel, après son hospitalisation, a repris son traitement avec une régularité exemplaire. Il m'a confié qu'il avait compris, dans cette chambre d'hôpital, que sa vie tenait à ce fil invisible qu'était sa tension artérielle. Aujourd'hui, il profite de ses journées avec plus de conscience. Claire, malgré ses séquelles, a voulu témoigner lors d'une rencontre avec d'autres patients pour leur dire « Ne faites pas la même erreur que moi ». Henri continue de tenir son carnet de suivi et a même aidé d'autres dans son entourage à mieux comprendre leur hypertension. Ces histoires, je les partage parce qu'elles montrent que la plus grande arme contre l'hypertension et les drames qu'elle provoque, c'est la persévérance. Ce n'est pas spectaculaire, c'est pas toujours facile, mais c'est efficace. Et au bout du compte, ce n'est pas seulement une question d'ajouter des années à votre vie, c'est une question d'ajouter de la vie à vos années. Alors, quand vous prenez votre pilule demain matin, ne le faites pas par habitude vide de sens. Faites-le comme un acte de loyauté envers vous-même, comme une promesse à votre cœur, ce compagnon infatigable que vous voulez voir battre encore longtemps, fort et régulier. Parce que la plus belle preuve d'amour que l'on puisse offrir à la vie, c'est de tout faire pour qu'elle dure. En regardant toutes ces histoires, tous ces visages, toutes ces confidences, je réalise à quel point la santé du cœur, après 60 ans, n'est pas le fruit du hasard. Elle est la somme de nos gestes quotidiens, des choix que nous faisons parfois sans y penser, et de l'attention que nous décidons, ou non, d'accorder à ce muscle silencieux qui nous accompagne depuis notre premier souffle. Le cœur n'attend pas de grandes promesses ou de changements spectaculaires du jour au lendemain. Il réclame une fidélité simple, marcher un peu chaque jour, manger avec modération, dormir profondément, exprimer ce que l'on ressent et respecter les traitements qui nous protègent. Chacun de ces gestes est comme une goutte d'eau qui, avec le temps, nourrit un fleuve de santé et de longévité. J'ai vu des patients reprendre le contrôle de leur vie simplement en changeant une habitude à la fois. Un ancien fumeur qui respire enfin à plein poumon après avoir arrêté, une femme qui retrouve de l'énergie grâce à un sommeil réparateur, un homme qui évite l'AVC en prenant consciencieusement ses médicaments. Ces transformations ne tiennent pas au miracle, mais à la constance. C'est cette constance qui fait la différence entre un cœur qui vieillit dans la paix et un cœur qui s'épuise prématurément. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que chaque jour est une occasion de choisir dans quel sens vous faites pencher la balance. Même si vous avez accumulé des années d'habitudes peu saines, il n'est jamais trop tard pour inverser la tendance. Le corps a une incroyable capacité de réparation, à condition qu'on lui donne les moyens de le faire. Ce qui compte, ce n'est pas de viser la perfection,
mais de construire un quotidien où vos décisions, même petites, vont dans le sens de la protection et du respect de votre cœur. Bâtir cette relation de loyauté avec votre cœur, c'est aussi bâtir une vie plus riche, plus libre. Un cœur en bonne santé, c'est plus que des chiffres sur un bilan médical. C'est la possibilité de voyager, de rire, de jouer avec ses petits-enfants, de savourer chaque moment sans craindre que tout s'arrête brutalement. Et cela, c'est un choix que vous pouvez faire dès aujourd'hui. La santé cardiaque après 60 ans repose sur la régularité et la conscience de ses gestes quotidiens. Le plus grand danger n'est pas un événement unique, mais l'accumulation d'habitudes nocives que l'on ignore. La clé est de remplacer ces habitudes par des choix simples, mais protecteurs. Bouger, manger sainement, dormir bien, exprimer ses émotions et respecter son traitement. Commencez par observer votre journée type, identifiez une seule habitude à risque et changez-la. Si vous êtes sédentaire, marchez 15 minutes matin et soir. Si vous mangez trop salé, réduisez progressivement le sel. Si vous dormez mal, coupez les écrans 1 heure avant le coucher. Et surtout, soyez fidèle à ces changements. Dans quelques semaines, vous verrez non seulement la différence dans vos analyses, mais aussi dans votre énergie et votre humeur. Question pour vous. Selon vous, quel petit changement quotidien aurait l'impact le plus positif sur votre cœur? Veuillez l'écrire dans les commentaires pour partager votre avis et inspirer les autres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains conseils qui peuvent réellement changer votre vie. Et si vous souhaitez soutenir ce travail et nous aider à produire encore plus de contenu de qualité, vous pouvez faire un don pour encourager la création des prochaines vidéos. Votre soutien compte et votre cœur vous en remerciera.